Bonjour et bienvenue pour ce deuxième plateau sur le Gène. Le Gène, le 13 et le 14 septembre, organisé dans cette belle ville de Metz, dans le nouveau centre des congrès Robert Schuman. Et pour cette deuxième interview de la matinée, je reçois Frédéric Schnur. Bonjour Frédéric. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, vous êtes le président de l'association Grand Est Numérique et le créateur de cette manifestation. Alors, bien que nous ne soyons pas encore au terme de ces 2 jours, est-ce qu'on peut déjà faire un petit bilan, donner des tendances Est-ce que le patron est content ? Le patron est content. Le patron est content parce que les partenaires sont contents, parce que les visiteurs sont contents, parce que les intervenants sont contents. Donc en fait, tous les acteurs du jeu sont contents. Donc je ne peux que être content. Et je suis le patron, mais je suis surtout avec une équipe. Et mon équipe derrière a l'air plutôt heureuse également. Notre consoeur Laurence Schmitt faisait un article ce matin dans le Républicain Lorrain en disant qu'elle avait interviewé un certain nombre d'exposants, qui avaient même fait beaucoup de business. Ah oui, alors pour les premiers, ceux qui commencent cette année avec nous sur Gênes, c'est une surprise. Pour les autres qui reviennent et ils savent pourquoi, il y a énormément de contacts. Alors, on l'a dit, ce Gênes 6e édition est installé au centre de congrès Robert Schuman. Qu'est-ce que ça change pour le Gênes ? Alors ça change déjà parce qu'on maîtrisait l'espace du centre des congrès à Metz-Grégy, donc on connaissait bien cet espace, etc. Donc ce qui change, c'est déjà l'espace, ses dispositions, ses distances, sa façon de le travailler, sa façon de l'appréhender. Donc ça, c'est une première chose du point de vue organisation. Après, du point de vue de l'événement lui-même et de son image, là, c'est des témoignages qui nous ont été remontés. On ne se rendait pas forcément compte, mais le lieu, finalement, participe aussi à l'aura de l'événement et à une perception peut-être plus professionnelle d'un événement qui n'a pas forcément changé en tant que tel. Il y a chaque année des exposants, chaque année des contenus, ça progresse, etc. Mais on nous a dit ça fait plus pro. L'écrin concourt à rendre le joyau encore plus joli, c'est ça ? Alors je vous remercie pour le compliment. On s'en rend compte à la mesure des témoignages. Très sincèrement, on savait que c'était un endroit, qu'il était bien positionné, mais on était concentré sur l'organisation et ce sont ces témoignages qui nous disent écoutez, il faut qu'il soit là parce qu'il est beaucoup plus adapté ici, parce que le lieu est un lieu pour ça. Donc on dit OK. Alors, de par le lieu, mais aussi la qualité des intervenants cette année, est-ce qu'on peut dire que c'est une nouvelle dimension ? Oui, c'est une nouvelle dimension et elle était souhaitée. Ouais. On est dans une stratégie 2018-2020. Donc cette année 2018, c'est la première édition d'une stratégie tournée sur 3 ans pour amener cet événement Gênes à Metz dans le top 5 des événements business and tech en France. Donc oui, on a mis ce qu'il fallait pour pouvoir changer de braquet. En termes d'invités, en termes aussi de qualité, des matériaux, etc. Il y a plein de choses qui sont faites pour y aller. Et tout le monde, ceux qui nous suivent ou qui ont vu les dernières éditions, nous ont dit ouais, on a quand même franchi plusieurs crans là. Donc une ambition nationale. Alors si on regarde aussi, c'est un autre peut-être thermomètre de la bonne santé d'une manifestation, c'est le nombre de gens qui viennent. Ah bah oui. Et alors on en est où ? Aujourd'hui le compteur, il en est en milieu de journée de la 2e journée. Alors, j'ai pas les chiffres, mais sur la journée d'hier, on est à peu près à 1800 personnes. Oui. Juste à titre de comparaison, en 2017, donc l'édition de l'année dernière, c'était 1500 personnes sur 2 jours. Donc hier, sur une seule journée, on a déjà fait battu plus. Le record de l'année dernière. D'accord. Ça, c'est fait. Et on s'était fixé, nous, un objectif de 3000 personnes. Alors, il y a du monde dans les allées, il y a du monde dans les salles de conférence. Le lieu est très grand, donc on a du mal à avoir une vision globale. Ouais. Je pense qu'on a déjà plus de 1000 entrées aujourd'hui, donc on est déjà à nos 2800. Donc, objectif atteint. Oui, cet après-midi, il y aura 500 étudiants qui vont venir. Enfin, voilà, alors, une manifestation comme le Gênes est un lieu de rencontre et d'échange pour tous ceux qui sont impactés par le numérique. En fait, ça veut dire tout le monde. Hein. Mais c'est aussi un endroit qui permet de sentir un petit peu les tendances, de faire le point sur les innovations. Et quelles sont un peu justement ces tendances ? Qu'est-ce qui pointe et qui ressort un petit peu dans ces évolutions du numérique ? Il y a des tendances quelque part à court terme, à moyen terme et à long terme. La conférence de Laurent Alexandre, qui je crois fera date et qui a eu lieu lundi matin, a donné du long terme. Sur l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle, elle est déjà à court terme sur la façon de l'aborder et c'est pour ça qu'il faut prendre ces différents termes.
On a la 5G. Quand on dit changer à court terme, ça veut dire c'est changer avant qu'elle n'arrive, changer nous, notre mode de pensée, notre façon de concevoir les choses Ouais. dans un futur qui n'est pas tout à fait immédiat. C'est ça que ça veut dire, quoi. Alors c'est un futur qui va faire mal si on le met pas tout de suite en marche. Si on ne le prépare pas. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est pensée, conceptualisée, testée par les Américains d'un côté, les Chinois de l'autre. En Europe, il n'y a quasiment rien. On est en train de réfléchir. On est en train de se dire, ah mais il faut de l'éthique, etc. Ouais. C'est très bien l'éthique, c'est très important. Et on ne peut pas avancer sur l'intelligence artificielle si on n'avance pas sur l'éthique. Sauf qu'on ne met pas les moyens pour construire une intelligence artificielle qui est à l'échelle de l'Europe. Et donc ça veut dire que demain, avec nos principes d'éthique, on va recevoir sur le coin de la cafetière l'intelligence artificielle pensée par les Américains et celle pensée par les Chinois. Donc il faut y aller tout de suite, c'est le maintenant, et il faut comprendre vers quoi on va, c'est le après-demain. Alors je vous ai coupé, vous, tendance intelligence artificielle, la deuxième, la 5G, c'est ça? La 5G, c'est quelque chose qui va profondément changer le rapport aux choses, aux objets. C'est le fameux Internet des objets, mais c'est beaucoup plus que ça. Quand on pense 5G, on se dit augmentation des capacités pour télécharger, pour accéder à des services, mais c'est plus que ça. C'est beaucoup plus que ça, oui. Chaque objet, la 5G permettra à chaque objet, avec une puce, on va dire, de pouvoir communiquer et sans avoir des problèmes de débit de données. Donc on rentrera, ça veut dire que, je ne sais pas ce qui se passe derrière moi, la toile de Pompidou, Metz va pouvoir communiquer avec la salle avec les capteurs qui sont dans la salle de sécurité, voilà. Ouais, de sécurité. Mais ça va pouvoir éventuellement aussi communiquer avec un système de jet d'eau qui va directement injecter, mais ça va aussi pouvoir envoyer une donnée directement à quelqu'un d'autre qui va cumuler ces données pour les compacter et les renvoyer. La 5G, c'est des tuyaux beaucoup plus importants dans l'hypermobilité. Donc, ça veut dire que peu importe où on est, des capteurs sur autoroute, des capteurs en mouvement, des capteurs partout. Alors, les capteurs, on peut en penser ce qu'on veut, mais malgré tout, la 5G va vraiment ouvrir les portes très, très larges. Alors, quels ont été les moments forts de cette édition 2018 ? Vous parliez tout à l'heure de la conférence de Laurent Alexandre qui a secoué beaucoup de gens, je crois, mais y en a-t-il eu d'autres? Alors, juste avant, on a eu énormément de très bons retours sur le pitch des élus. Donc, les élus ont pitché leur discours. Pitché, donc fait en un temps très court. Ouais. Alors, en plus, ils avaient un chrono de 4 minutes derrière, donc on a l'impression comme un patron de start-up ou un porteur de projet, il a 4 minutes pour convaincre, des fois moins. Donc ils devaient présenter leur politique dans le domaine du numérique, ce qu'ils font, et ils avaient 4 minutes pour le faire. Ils avaient 4 minutes. Et ils ont été bons. Ils ont été très bons parce qu'ils ont tous respecté le timing. D'accord. On a eu un petit problème technique, ils n'avaient pas de retour vidéo du chrono, donc ils étaient vraiment lancés sur leur truc. Et tout le monde nous a dit, mais c'est la première fois que j'écoute les discours de bout en bout et que j'écoute ce qu'ils disent. Que je ne suis pas sur mon téléphone portable. Alors c'est un peu dur peut-être pour ceux qui font ces discours, mais en attendant, ça donne aussi cette tendance. Voilà. Et puis après, autre temps fort, parce qu'on l'a lié à ce temps d'inauguration, c'est effectivement la conférence de Laurent Alexandre sur l'intelligence artificielle, où là, il y a des personnes qui sont ressorties avec d'autres idées en tête. Ouais. Alors, au-delà de ces conférences, c'est aussi un endroit où on rencontre des entreprises, puisqu'il y a tout un hall qui est consacré aux entreprises qui ont des stands, qui font des démonstrations de leurs produits, etc. Alors, elles sont très nombreuses, bien sûr, mais quelles sont celles qui, peut-être, sont un peu les plus remarquables, sur lesquelles vous avez eu un vrai coup de cœur? Waouh, ça c'est une question difficile. Y a toute une série d'entreprises là-dedans qui ont des trucs formidables. Alors là, vous me posez une question. Alors, je vais en prendre une parce que c'est un signal. Toutes les entreprises qui sont ici font des choses super. Mais il y en a une en particulier qu'on n'attend pas sur le secteur numérique de façon évidente. Cette entreprise, c'est ThyssenKrupp. ThyssenKrupp Presta France. C'est une boîte qui est basée à Florange. Ouais. Qui fait des colonnes de direction. Qui fait des colonnes de direction. Une colonne de direction d'un véhicule dans le monde, 1 sur 5, sort de Florange. Et ils sont là avec un exosquelette, ils sont là avec un corps-robot, ils sont là avec des outils numériques. Et l'image de l'industrie qu'on se fait, et puis j'ai eu la chance d'aller visiter leur usine avec des robots automatiques qui font des choses formidables, etc. Et ça, c'est pour moi le coup de cœur, parce que quelque part, ça relie
la réalité des métiers qu'on connaît, des métiers industriels, mais des métiers de logistique, etc., avec le numérique. Tout le monde dit le numérique, le numérique. Le numérique est transversal. Et la présence de ThyssenKrupp ici, qui est en recherche de profil, qui veut aussi montrer qu'ils avancent et qu'ils font eux-mêmes leur recherche. L'exosquelette est un outil de recherche pour eux. Et ben ça fait ce lien avec toutes les économies traditionnelles. Alors on peut peut-être expliquer en 2 mots qu'est-ce que c'est qu'un exosquelette? Oui, peut-être. Alors un exosquelette, c'est une structure qu'on rajoute sur la personne, qui est relativement légère, et qui lui permet... C'est Bioman en fait. C'est Bioman un petit peu quelque part, et qui permet de compenser complètement la prise de charge. En gros, une personne va porter 1 kg, mais elle va porter 2500 fois 1 kg dans la même journée. Donc ça fait 2,5 tonnes dans la journée. Donc forcément le corps humain souffre. Et pour améliorer la santé au travail, mais aussi l'ergonomie des choses, on rajoute une structure à l'extérieur qui, elle, compense le poids et on a l'impression de porter une plume. Et donc les mouvements sont beaucoup plus souples et la structure osseuse et musculaire souffre moins et la personne a une meilleure façon de bosser. Mais là, question piège, elle n'a pas la sensation de porter aussi quelque chose de lourd parce que cet exosquelette pèse aussi un poids. Il fait moins de 5 kilos et il est porté sur le dos, c'est un petit sac à dos, on s'en rend même pas compte. Le corobot, puisqu'on est dans les explications. Alors le corobot, c'est quelque chose de particulier. On est habitué souvent à voir les grands robots qui font des grands mouvements. Qui sont autonomes. Qui sont autonomes et qui sont dans des cages. Le corobot, c'est un robot qui travaille à côté d'un humain et qui collabore avec lui, mais qui est calibré pour ne surtout pas avoir de problématiques avec l'humain. Alors tout est rond, les mouvements sont calibrés, il y a des capteurs de partout. Dès qu'il y a un mouvement, il s'arrête. C'est un assistant intelligent en fait. C'est un robot qui va faire des tâches qui sont... à peu de valeur ajoutée pour l'homme ou qui nécessitent de porter certaines charges ou des choses de précision où il faut tout de suite taper le robot à un capteur et l'humain collabore avec le robot. Et donc chez ThyssenKrupp, il y a des corobots. Ah oui, ils ont des corobots directement sur les lignes de montage. Alors, on va revenir au gène. Sa vocation, c'est aussi de faire prendre conscience aux gens, aux téléspectateurs, on va dire à l'ensemble des citoyens, qui soient particuliers ou entreprises, que le numérique est une nécessité absolument essentielle, comme l'a été le passage à l'ère industrielle. C'est une révolution qu'il faut pas louper. Donc cette fonction de transition, d'accompagnement, est-ce qu'elle fonctionne et vous êtes satisfait de la manière dont tout le monde s'appréhende de ça, de dire on fait le boulot là-dessus? On est satisfait. Ça fait 2-3 éditions qu'on voit l'évolution des profils des visiteurs. Alors il y a la hausse du nombre et ceux qui se rajoutent ne sont pas nécessairement des gens purement du numérique. Il y en a forcément. C'est pas un truc de geek, quoi. C'est absolument plus un truc de geek. Alors il y a des trucs de geek, bien entendu, parce que ça reste le monde du numérique et parce que les geeks, c'est aussi des chefs d'entreprise, c'est aussi des porteurs de projets de start-up. C'est pas juste des gens qui s'amusent, c'est des gens qui bossent. Et ils ont besoin aussi de rencontrer, de voir des technos, d'avoir des ateliers pour se perfectionner, etc. Mais l'évolution, on a quand même des structures et des personnes qui sont dans ces couloirs, qui viennent se confronter aux réalités du numérique. Ce sont des gens qui cherchent des solutions. Et il y en a de plus en plus. Donc ça veut dire aussi que lorsqu'on apporte ce contenu ici sur le territoire, c'est parce que ces gens-là bossent ici autour de nous, mais ils n'iraient pas à Paris suivre des conférences sur le numérique. Et le fait qu'on crée l'événement ici, que ce soit à moins de 50 ou 100 km de leur position géographique de leur entreprise ou de leur zone de travail, fait qu'ils viennent facilement ici pour prendre un peu de culture, pour rencontrer des gens et repartir avec de nouvelles idées. Et puis trouver aussi parmi les partenaires exposants des gens qui ont des solutions et qui sont locales, c'est-à-dire des boîtes du coin. Et donc on active les circuits courts. Et ça, on se rend compte que ça prend parce que les entreprises qui exposent nous disent on fait du business, on fait des affaires. Alors ça veut dire aussi qu'on peut venir voir, donc rencontrer des solutions, mais si on a un problème et qu'une idée en tête aussi, est-ce qu'on peut la trouver aussi? Alors on peut... Oui, il suffit d'identifier le bon canal. Est-ce que c'est plutôt un canal de type intervenant ou atelier, avec qui on peut avoir un échange direct sur une problématique, ou est-ce que c'est plutôt un canal exposant qui fait quelque chose de parallèle ou de proche, avec qui on va essayer peut-être de construire quelque chose? Parce qu'il y a ici des boîtes, il y en a au moins une en particulier, je ne les connais pas toutes par cœur et je ne sais pas exactement leur histoire, mais qui est une entreprise qui est née de 2 entreprises qui se sont rencontrées il y a 2 éditions. D'accord. Qui se sont rencontrés, vous étiez côte à côte, et elles ont bossé sur un truc, et ils ont créé ensemble une 3e entreprise, et voilà. Donc ils se sont mariés, ils ont eu un petit. Ils ont eu. Alors, je crois qu'il y a peut-être aussi une annonce importante à faire. Gênes va donner naissance à une autre manifestation. Je crois que vous avez décidé de ne pas en rester là. Alors, c'est pas Gênes, c'est une collaboration entre Gênes et une autre entité.
Le sujet de l'intelligence artificielle, c'est 4 conférences sur Gênes cette année, mais on se rend bien compte que le sujet nécessite un événement à part entière, parce que les réflexions sur l'intelligence artificielle ne sont pas que économiques, elles sont philosophiques, elles sont sociétales. Il n'y a pas 1 centimètre carré de l'humanité dans son passé, dans son présent et dans son futur, dans ses aspects spirituels comme bien concrets, qui ne soient pas interrogés par l'intelligence artificielle. Donc ça nécessite de s'y pencher. Et on s'est dit que quelque part, il n'y a pas d'événement 100% centré sur l'intelligence artificielle en France aujourd'hui. Donc on s'est dit... Ça existe ailleurs. Alors oui, aux États-Unis. Aux États-Unis. Voilà. Donc ça la voudrait dire plaque asiatique, la plaque américaine, mais... Voilà. Parce que pour l'instant, c'est dans les livres, c'est dans les articles scientifiques, c'est dans les conférences, mais est-ce qu'on aura quelque part le moyen de toucher du doigt ce à quoi ça va donner, quoi. C'est l'objectif. Quand on a commencé Gênes, c'était 200 personnes entre elles, qui étaient essentiellement des personnes spécialistes du numérique. Ouais. Aujourd'hui, c'est 3000 personnes, avec 55% qui sont ce que nous, on appelle en transition digitale. Ce ne sont pas des spécialistes purement du numérique, dont c'est le métier au quotidien. C'est bien la transition digitale. Voilà, transition digitale. Donc, sur l'intelligence artificielle, on est sur le même schéma, même si on sait qu'on bénéficie de toute la puissance de cet événement Gênes pour aller en parler. Et j'ai eu déjà des retours de gens qui m'ont dit ça se passe où, ça se passe quand et comment on fait pour collaborer. Parce qu'ils s'intéressent, parce qu'ils sont piqués au vif un petit peu par ce qu'on a produit comme contenu, et puis parce qu'ils voient partout dans la presse ou sur Internet sur ce sujet qui interpelle. Il ne peut pas laisser indifférent. Et donc on va créer ça pour lui donner un écrin, et on espère qu'il va grandir et qu'il va devenir à un moment ou un autre un système, un endroit, un lieu où on va pouvoir parler, échanger, débattre, parce que c'est du débat, et produire des choses, et puis aussi rencontrer concrètement des exemples d'intelligence artificielle en fonctionnement ou en évolution. Ça veut dire qu'en fait, dans le numérique, ce qui est passionnant, c'était que les gens ont besoin des uns des autres, et ça travaille en réseau, on dirait en blockchain, où il y a certainement des terminologies numériques très intelligentes que je ne maîtrise pas. Mais autrefois, on était chacun dans son coin, et puis on ne voulait pas voir les autres de peur que de se faire piquer sa bonne idée. Aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça. Celui qui reste dans son coin, il risque de ne pas avancer du tout, non? C'est un peu ça, non? On est dans l'ère du covoiturage, co-robot. Tout est collaboratif. Et cette ère-là, c'est simplement la preuve qu'on sait tous finalement. C'est que seul on va plus vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin. Et c'est que l'union fait la force. Ce sont des principes séculaires. On n'a rien inventé. Par contre, ce qu'on a dit longtemps, c'était que le numérique était quelque chose qui enfermait les gens. Derrière un écran, et en fait c'est pas vrai du tout, c'est plutôt l'inverse. Et ça ouvre plein de portes pour aller chercher des choses, pour aller rencontrer des gens. Et on l'a vu tout à l'heure, et si vous souhaitez regarder cet entretien avec Bertrand Piccard, on s'est aperçu qu'entre l'innovation, l'aventure, et puis le numérique et les problèmes écologiques, en fait, tout ça fonctionnait de concert, et que dans les pays, notamment en Californie, où l'État californien avait pris conscience de l'importance de ça, le numérique jouait un rôle tout à fait central dans le développement des choses. Donc, tout est dans tout, en fait. Tout est dans tout, tout est lié. Le numérique n'a pas réellement changé les choses. Il a accéléré certains processus, il a supprimé des processus qui étaient conférés à des humains, mais qui étaient des processus très répétitifs ou très longs à procéder, le calcul, pour calculer des masses énormes de choses, rien de tel qu'une machine. Mais il n'a pas changé la donne, ça change pas. On ne change pas l'humanité, en tout cas pas encore. J'espère que Bertrand Piccard va pouvoir œuvrer dans ce sens-là. Un discours très rafraîchissant et très positif. En conclusion, Frédéric Schneur, vous êtes, vous, quelqu'un de plutôt optimiste ou pessimiste quant à l'avenir? Je suis optimiste. Optimiste. Je suis optimiste parce que je vois la jeune génération qui arrive. Parce que cette génération, elle prend beaucoup de messages sur l'écologie, elle prend beaucoup de messages sur le respect. Je les vois utiliser le covoiturage et tout ce qu'on peut, la colocation. C'est vraiment dans leur ADN. Chaque génération... Comme si ça avait toujours existé. Chaque génération fait face à la réalité de son temps. Et moi, j'ai confiance dans cette génération qui peut parfois nous énerver, nous faire peur ou quoi, mais je pense qu'ils ont bien compris. Et puis surtout, les moyens technologiques et de calcul vont leur permettre peut-être enfin de s'extraire de la Terre. Mais ça, c'est un sujet plutôt d'Elon Musk, dont on pourra parler pendant une émission complète, au moins 52 minutes, Didier. Merci Frédéric. Donc je retiens confiance dans l'humanité, parce que confiance en sa jeunesse. Merci Frédéric Schnur de cet entretien. Merci. Et puis je vous donne rendez-vous pour un prochain entretien dans quelques minutes. Merci.